Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier. Et c'est parti pour la 117e émission de Et si on parlait sport. Cette semaine encore, l'actualité sportive est en ébullition. La Coupe du Monde bat son plein avec une équipe de France qui a gagné son deuxième match face au Brésil et était qualifiée donc directement pour les quarts de finale. Et ici, c'est plus qu'un résultat, c'est du cœur, de la sueur et du talent. Merci à nos partenaires LG Consultants, Imper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport qui jouent collectif avec nous et à toute notre équipe qui, semaine après semaine, vit le sport avec la même énergie que vous. Et coup d'envoi, première action, et si on parlait de sport? Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission. Au sommaire, une chronique spéciale Coupe du Monde de rugby féminin avec le débriefing des premiers matchs de cette deuxième tour de la Coupe du Monde avec un focus spécial sur la rencontre France-Brésil qui s'est jouée à Exeter en Angleterre et où nos Françaises ont brillé. En première mi-temps, nous allons parler aussi de l'histoire et des particularités d'un sport, le sport boule, aussi appelé la lyonnaise. Nous découvrirons le club de Bruguière, un club dynamique et ouvert à toutes les générations. Nous mettrons un coup de projecteur sur la 7e édition du meeting international de relais mix qui fera de Bruguière la capitale mondiale de la discipline les 13 et 14 septembre prochains. Et nous reviendrons aussi sur le 13e meeting international de relais féminin, masculin et mixte, une compétition unique qui mêle haut niveau et découverte pour le grand public. Pour en parler, notre spécialiste du jour, Jean-Luc Ricard, éducateur et auteur d'un livre Le Verseau de la médaille, consacré à ce sport boule. Une deuxième mi-temps où nous mettrons le cap sur le volleyball avec Céline Thomas, entraîneuse au volley club de Muret. Ensemble, nous reviendrons sur son parcours, sur l'histoire et les ambitions de son club, mais aussi sur un gros moment de l'actualité mondiale, la qualification historique de l'équipe de France féminine pour les quarts de finale du championnat du monde. De Muret à Bangkok, du terrain d'entraînement aux plus grandes compétitions internationales, nous allons voir comment le volley rassemble, fait grandir et inspire. On démarre cette émission sous le signe de la passion, de la transmission, de l'énergie collective. Tout de suite, rugby, avec la chronique spéciale Coupe du Monde de rugby féminin et nos consultants Daniel Irazu, Amélie Mahé et Bernard Pujol. Et si on parlait de sport, la chronique. Et oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique spéciale Coupe du Monde de rugby féminin que nous vous proposons dans Et si on parlait sport. Aujourd'hui, on se plonge dans le deuxième tour de la Coupe du Monde de rugby féminine qui se déroule en Angleterre. Pour débriefer cette deuxième journée et se projeter sur la suite, j'ai le plaisir d'accueillir nos consultants Daniel Irazu, ancienne internationale française et aujourd'hui coprésidente du stade Andayet de rugby, Amélie Mahé, championne de France fédérale 2 avec Toulouse Université Club et Bernard Pujol, président du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, qu'on ne présente plus quand il s'agit de rugby. La France a confirmé son excellent départ en écrasant le Brésil 84-5 après avoir battu l'Italie 24-0 lors du premier match. Avec deux succès, les Bleus ont déjà validé leur billet pour les quarts de finale. Dans les autres poules, l'Angleterre a signé un véritable festival offensif contre les Samoa. 92-3, le Canada a dominé le Pays de Galles 42-0 et la Nouvelle-Zélande a déroulé face au Japon 62-19. L'Irlande enchaîne également avec un deuxième succès, tandis que la grosse surprise vient de l'Afrique du Sud, victorieux de l'Italie 29-24. Bref, une deuxième journée spectaculaire qui confirme la hiérarchie mondiale, mais qui rappelle aussi que dans ce tournoi, il y a peut-être toujours des surprises. Tour d'horizon des principaux résultats de ce deuxième tour et on débute par l'Angleterre qui a déroulé 92-3 contre les Samoa. Daniel, qu'est-ce que tu penses de ce résultat ? Je pense qu'il est logique, complètement logique, vu la suprématie de l'Angleterre et la puissance qu'elle démontre. Il n'y avait pas vraiment de surprise. Les Samoa ont marqué 3 points, heureuses de leurs 3 points. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur la suprématie anglaise. Voilà, la machine est lancée. Amélie, un petit mot sur ce match. Oui, c'est un score qui est sans appel. Les Anglaises, elle est déroulée. On s'y attendait tous. L'équipe de Samoa n'a pas démérité. Ce qu'on retiendra, ce sont ces belles images de rugby féminin qu'on voit depuis le début de la Coupe du Monde. 2 équipes qui s'apprécient et qui se respectent en fin de match. Une équipe de Samoa qui célèbre ses 3 points de manière
absolument incroyable. Pour l'anecdote, c'est les 3 premiers points que l'équipe met depuis plus d'une décennie. Donc c'était le gros spectacle, la fête pour elle pour ces 3 points. Et voilà, ça fait plaisir quand les équipes ne font pas faillir, en tout cas contre ces grosses machines que sont les Anglaises. Alors, il y avait l'Angleterre, Bernard, il y avait aussi les États-Unis avec l'Australie. Ton point de vue sur ces 2 rencontres-là? Oui, mais sur l'Angleterre, on vient de le dire. Le pays organisateur affiche son intention, sa force et son rugby. Donc, on l'attend pour être un prétendant à la Coupe du Monde. Après, on a vu effectivement l'Australie, on en avait parlé. L'Australie qu'on attend et qui est en progrès. On a vu un très très beau match disputé avec les Américains contre les Américaines. Et on a vu un très beau match, 31-31. On s'est régalé dans cette poule. C'est en ordre et c'était de belles rencontres. C'est un match nul qui va laisser des traces dans le classement. Ça reste la poule où pour l'instant le 8e quart de finaliste reste encore inconnu. Il va falloir absolument un énorme match des Américaines pour essayer de choper cette 2e place. Mais en tout cas, c'est un match nul qui laisse encore beaucoup de suspense dans cette phase de poule. Eh ben, on va suivre ça. On passe à la poule B avec le Canada qui confirme face au Pays de Galles. Bernard, tu vas nous faire un premier commentaire sur cette rencontre peut-être pour démarrer. Oui, mais les Canadiennes sont bien là. Elles n'ont pas débuté comme on pouvait les attendre et comme elles nous ont donné l'habitude. Elles se sont bien rattrapées face aux Galloises sans concéder un seul point. Les Canadiennes, effectivement, se remettent dans la course. Il faudra batailler, compter sur elles, parce qu'elles ne lâcheront rien. Et c'est une nation de rugby féminin qui compte et peut encore créer du désordre et des surprises. Daniel, un petit mot là-dessus, avec aussi la sélection écossaise qui a décroché une 2e victoire bonifiée contre les Fidji. Alors oui. Alors le Canada, oui, effectivement, on va pouvoir compter sur elle encore. 42-0 contre le Pays de Galles. Bon, après sûr, Pays de Galles, petite opposition, mais le Canada est toujours présent. Et après Écosse-Fidji. Alors Écosse-Fidji, 29-15. Un match au niveau de l'Écosse qui a su répondre au présent. De ton côté, Amélie, ton regard? Oui, le score des Canadiennes est malheureusement très dur pour les Galloises. Confirme leur première place de poule avec ce goal average plus favorable que les Écossaises actuellement. Donc on connaît aussi les quarts de finalistes pour cette poule. Sur le match Écosse-Fidji, voilà, les Fidji qui, pareil, n'ont pas démérité. Les 2 cartons ont fait du mal et ont été difficiles à rattraper. On le voit que c'est une nation qui progresse beaucoup. Elles ont déjà bien émergé sur la scène internationale à 7 et puis voilà, c'est un peu plus difficile sur le 15, mais en tout cas dans ces petites nations du 15, elles répondent plus positivement que d'autres. Et on passe à la dernière poule avec la Nouvelle-Zélande qui s'est imposée face au Japon. On a eu aussi l'Irlande qui a décroché un nouveau succès contre l'Espagne. Daniel? Nouvelle-Zélande-Japon. Un début de match difficile pour la Nouvelle-Zélande qui a été prise par surprise par le Japon pour le premier essai du match. Ils avaient décidé de laisser jouer leur meilleure joueuse, la Nouvelle-Zélande. J'espère que ce ne sera pas une erreur pour la suite. Peut-être est-ce parce qu'ils n'ont pas une grosse profondeur de banc. Mais du coup, après, ils ont quand même déroulé 62-19. Mais effectivement, je trouve pas la Nouvelle-Zélande encore complètement à son meilleur niveau. Quant à Irlande-Espagne, j'étais bien heureuse de voir mes voisines et cousines à ce niveau-là, ce qui prouve que l'Espagne est bien revenue dans la partie et a bien mis les moyens, je pense, au niveau de la fédération espagnole sur le féminin. 43-27 pour l'Irlande, mais on aurait pu avoir un score beaucoup plus rapproché, vu la délégation de l'Espagne qui ne m'a pas surprise. Pour les avoir jouées il y a des années, elles étaient déjà avec cet état d'esprit. Amélie? Ouais, je rejoins totalement Daniel. Pour moi, pour l'instant, les Néo-Zélandaises, malgré des scores qui sont sans appel, dans ce qu'elles proposent d'un point de vue rugbystique, on est en deçà de ce que proposent les Anglaises à côté. Et on le sait que c'est potentiellement elles ont un rendez-vous qu'elles ont coché dans 4 semaines de se retrouver. Donc si les Néo-Z ne proposent pas autre chose très rapidement, elles risquent des déconvenues. Voilà. Contre l'Irlande-Espagne, voilà, je suis pareil. C'était agréable de voir cette équipe espagnole
Nouvelle, qui ont montré le même mordant qu'elles ont montré le week-end dernier avec cet essai arraché à la dernière minute contre les Black Ferns et qui montrent qu'elles ont un réel potentiel. Donc voilà, des quarts de finalistes logiques, mais voilà, pour l'instant les Néo-Z proposent un jeu plus faible que ce qu'on attendait d'elles. Bernard, la conclusion pour les groupes. On s'aperçoit effectivement que les favorites, les deux nations, que l'Angleterre et Nouvelle-Zélande, sont supérieures dans la puissance, l'avancée, l'efficacité, et avec une petite difficulté à Nouvelle-Zélande, mais les Blacks montent en puissance dans les compétitions, avec de l'opposition plus musclée. Elles seront là, les Black Ferns. Elles seront là. Elles vont régler tout ça vraisemblablement. Et ça sera vraiment très serré. Maintenant, on se rend compte qu'il faut sortir un peu les calculettes, même si il ne faut pas polariser là-dessus. Il faut tout gagner pour aller au bout. Mais on voit que l'Irlande, face aux méritantes espagnoles, on vient de le dire, et le développement fait son chemin. L'Irlande, que l'on souhaiterait rencontrer, est bien là. Ils ont confiance en elles, elles sont accrocheuses, elles ont ce fighting spirit qui ne les abandonne jamais. Passionnant, il y a de très très belles affiches à venir à tous les niveaux la semaine prochaine, et il y aura de très bons matchs, et les équipes vont monter en puissance vraisemblablement, et on y verra plus clair. Et qui jouera contre qui, il faut déjà se poser des questions, se gratter la tête, mais il faut aussi gagner, jouer au rugby, et ne pas trop calculer non plus. Et on va bien sûr passer maintenant au carton plein des Bleus, puisque c'est le dernier groupe qu'on n'a pas parlé, mais on va en faire un focus un peu plus important sur nos Bleus avec vos réactions sur cette victoire fleuve de l'équipe de France face au Brésil. 84-5, c'est une démonstration. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce match ? On va commencer par Amélie. C'était une équipe remaniée, on le savait que ça allait être le match le plus facile de la poule. C'était aussi l'occasion de voir des nouvelles têtes arriver en équipe de France, d'être positionnées sur ce 23 de départ. Des filles expérimentées qui sont revenues dans le groupe. On en avait beaucoup parlé. Il y a Pauline Bourdon-Sansus qui a repris sa place logique de demi-mêlée et qui a fait une partition de virtuose tout au long du match. Elle a même été élue joueuse du match sans surprise. J'ai beaucoup apprécié le retour, moi, d'Émilie Boulard, qui a fait des courses tranchantes, qui a fait des passes très justes, qui a été vraiment à l'initiative de belles relances. Voilà, les filles ont montré qu'elles en voulaient, et il y avait certainement des places à gagner pour la suite de la compétition, et on a vu des Françaises qui étaient bien présentes. Daniel, ton impression ? Mon impression, je pense que les filles ont répondu présentes. Effectivement, je suis d'accord avec Amélie, équipe remaniée face à l'équipe la plus faible de la poule. On pourra bien sûr dire que le jeu était plus facile à contrer en face. Il n'y a pas eu grand-chose à contrer. Mais une satisfaction offensive, collective et individuelle de cette victoire, bien sûr. Les joueuses se sont fait plaisir, elles se sont rassurées offensivement. Pour tout ça, c'était une bonne opération. Avec évidemment, donc on l'a dit, un retour en force de Pauline Bourdon très remarqué, et Séraphine Okemba, et puis Émilie Boulard derrière, que j'ai beaucoup apprécié aussi. Bernard, ton regard ? Oui, mais on avait été critique à juste titre, et parce qu'on les aime, on avait constaté que dans le jeu des autres données, et face à des oppositions réputées plus faibles, on avait du mal à mettre notre jeu en place comme une nation majeure dans l'avancée, la puissance, l'efficacité, le mouvement offensif. Bon. Et donc là, la copie est bonne, la feuille de route, on est à jour. Donc c'est très très bien. Ce qu'il faut noter sur ce match, au-delà de l'opposition relativement faible du Brésil, je félicite sur le Brésil qui ont marqué ces dames le premier essai de leur compétition, et c'était tout un stade en samba qui l'a fêté. C'était vraiment un moment de fraîcheur. L'équipe de France, et ça va être très difficile pour les sélectionneurs, parce qu'on a vu émerger, malgré ce qu'on vient de dire, des équipes, des joueuses avec un potentiel très intéressant et qui poseront question. Je pense à cette jeune Morand, numéro 8, qui affiche vraiment des qualités très très intéressantes au niveau de la pénétration, la fracture des défenses, l'efficacité, cette fraîcheur, cette jeunesse, et Pauline Bourdon-Sansus qui est, on l'avait dit, éjecte vite les ballons, joue vite, a la maîtrise, amène son équipe, et elle met plus confortablement, notamment Mademoiselle Keroy, qui en 10 a pu manœuvrer, être un petit peu plus tranquille, et tout s'en est suivi avec un jeu de 3/4
Il faudra améliorer toujours la touche qui, effectivement, face à des nations plus en place, il faut travailler ce secteur. Et également la précision des passes, mais ça va rentrer dans l'ordre. L'équipe de France est en route et nous ont fait vraiment plaisir et elles affichent toute leur ambition. Elles seront là. Alors justement, la prochaine rencontre, Bernard, ça sera contre l'Afrique du Sud, qui est la dernière équipe du groupe. On est qualifié, c'est vrai, mais pour avoir la tête du groupe, il va falloir battre cette Afrique du Sud, qui a donné quand même une belle impression. Vos réactions, mesdames, Daniel ? Alors oui, effectivement, on aurait pu pas penser l'inverse, mais effectivement, le match contre l'Afrique du Sud ne sera pas un match de gala. Les Sud-Africaines ont été dominantes sur toutes les collisions, très fortes en mêlée et devant les Italiennes. Et contre nous, devant, ce sera pas chose aisée que de les contrer. Donc, je pense qu'il faudra vraiment jouer sur la circulation de balles, le mouvement général et, comme le disait Bernard, hausser la qualité sur les transmissions de ballons qui ont été un peu olé parfois contre le Brésil avec des Cistera qui n'avaient pas lieu d'être. Je pense qu'il faudra rester sérieuse tout le match et pas se laisser emballer. Amélie. Ouais, c'est un peu la surprise de ce week-end. Si on nous avait dit il y a 15 jours que l'Italie ne se qualifierait pas en quart, moi la première, j'aurais pas misé. Donc c'est une grosse surprise. Les Sud-Africaines qui sont encore à deuxième journée, première de poule, avec leur victoire bonifiée qu'elles cumulent, deuxième victoire bonifiée avec ce week-end. Elles sont devant nous au classement, donc on le sait, c'est la victoire pour éviter les Néo-Z en quart de finale. Donc il va falloir être sérieuse et effectivement, avec les belles prestations de ce week-end, curieuse de savoir quel va être le 23 aligné dimanche après-midi pour les rencontrer. Bernard. Oui, l'Afrique du Sud, on en avait parlé il y a une quinzaine de jours en préambule de la compétition. On en avait fait de l'Afrique du Sud une équipe dont il fallait et il faudra se méfier. Et elles sont là. Elles sont là avec un jeu typiquement sud-africain, sans les stigmatiser. C'est solide, ça avance, c'est un rugby d'affrontement, ça pédale derrière. Moi, je focalisais un peu sur l'Afrique du Sud et les Italiennes ont été vraiment déçues, même si le sort du match aurait pu basculer. L'Afrique du Sud, il faudrait compter. Ce match contre la France tombe très bien. C'est maintenant dans le tempo de la préparation et de la montée en puissance de nos Bleus. C'est le match qui tombe bien. Il va y avoir du combat, il va y avoir du physique. La mêlée va devoir se mettre à jour de l'affrontement pour déjà penser au quart de finale et aller beaucoup plus loin. C'est une belle affiche. Il faut que la France marque encore de son saut et de sa confiance contre l'Afrique du Sud. Il ne faut plus calculer. Il faut absolument battre avec la manière et la force l'Afrique du Sud. C'est vraiment une belle affiche. C'est un match de phase finale, bien entendu. C'est sérieux maintenant, c'est parti. Et il ne faut plus douter, il faut avancer, Et alors juste en quelques mots maintenant, pour terminer cette chronique, une petite projection sur la suite de la compétition. On y voit un peu plus clair maintenant. Vos favoris dans cette Coupe du Monde, ça a l'air de se préciser maintenant. Amélie. Oui, on est, je vous le dis, on a 7 quarts de finalistes qui sont actés. Le 8e va se jouer entre l'Australie et les États-Unis. Finalement, cette 3e journée, elle va laisser beaucoup de suspense et elle va apporter tout l'engouement qu'est la Coupe du Monde. On n'aurait peut-être pas imaginé justement cette finalité-là pour une 3e journée. Et chacun des matchs va apporter son lot de surprises et son lot de suspense entre qui va finir premier de poule, qui va se qualifier, et puis entre ces petites nations qui va se faire plaisir ce week-end et pourquoi pas décrocher une 3e place de poule qui, quoi qu'il arrive, sera une très grande réussite pour ces nations. Oui, effectivement, donc tout est dit. Il faudra regarder sur le haut et il faudra regarder en bas, effectivement. On a encore 6 équipes qui n'ont pas gagné de match et elles vont essayer de chercher une première victoire en Coupe du Monde. Et toute la synthèse et le développement et les nations majeures sont bien là et on est parti, les favorites sont là. Maintenant, un match de rugby, c'est un match de rugby, il faut tous les gagner. Voilà, et c'est pour ça que c'est intéressant et qu'on est passionné et qu'elle nous montre un très très beau rugby avec beaucoup de monde encore, beaucoup de spectateurs, beaucoup de public, beaucoup de téléspectateurs. Vraiment, c'est un grand plaisir et c'est un grand succès pour le rugby féminin. On n'en doute pas, c'est vraiment une confirmation, on est ravis de tout ça. On sent la passion. Dernier mot, Daniel, pour toi. Comme Bernard et Amélie, je pense que
on verra. Moi, je suis toujours sur l'Angleterre pour mes grands favoris. Par contre, si un petit mot sur l'engouement de la Coupe du Monde et sur les effets derrière, je pense qu'effectivement, vu les matchs qu'on voit à la télé et le monde qu'il y a dans les tribunes, j'espère que on aura plein de petites nouvelles licenciées dans les clubs. Merci à tous les trois pour vos analyses passionnantes et votre enthousiasme. La France a validé donc son billet pour les quarts de finale avec sa démonstration contre le Brésil. Prochain rendez-vous dimanche face à l'Afrique du Sud. On continue de suivre bien sûr avec attention cette Coupe du Monde féminine de rugby qui nous offre déjà du spectacle et des surprises. Merci de votre fidélité. C'était Si on parlait de sport, chronique spéciale Coupe du Monde féminine. À la semaine prochaine pour suivre cette formidable aventure et allez les Bleus! Place à la première mi-temps de cette émission et si on parlait de sport avec Jean-Luc Ricard. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour sur le plateau de Et si on parlait de sport, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons prendre la direction de Bruguière, au nord de Toulouse, qui va devenir dans quelques jours la capitale mondiale du sport boule. Les 13 et 14 septembre prochains, le parc de Xeraco accueillera en effet la 7e édition du meeting international de relais mix, un rendez-vous spectaculaire qui réunira certaines des meilleures nations de la discipline, la Croatie, la Turquie, le Maroc, Monaco, la Slovénie, Serbie et bien sûr la France. En parallèle se déroulera également le 13e meeting national de relais féminin, masculin et mixte, une compétition ouverte à tous et à tous, mais même aux débutants, un grand moment de sport, de convivialité, de partage organisé par ce club de Bruguière. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Ricard, éducateur et auteur du livre Le Verseau de la médaille. Bonjour Jean-Luc, très heureux de t'accueillir. On sait que tu as cette passion pour ce sport et nous on aimerait bien que tu nous les réexpliques parce que les auditeurs connaissent plus ou moins, mais revenons un peu à l'origine de ce sport boule qui, rappelons-le, ça vient aussi je crois de ce qu'on appelait la boule lyonnaise, une histoire très ancienne. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu tout ça en mémoire ? Oui, la fédération s'appelle la Fédération de sport boule depuis 1977-18. Voilà, donc, et effectivement, c'est, quand on veut expliquer plus facilement, c'est de la boule lyonnaise. Et dans ce sport, nous avons plusieurs disciplines. Partie traditionnelle comme à la pétanque avec nos règles bien à nous. Il y a une vraie différence justement, là tout de suite on s'arrête sur ce point-là, entre ce qu'on appelle la pétanque, que les gens connaissent bien, et le sport boule. Il y a une différence au niveau, je crois, des boules en elles-mêmes. Ah ben les boules en elles-mêmes, elles font nous 1 kg, hein, alors qu'à la pétanque elles font 700 grammes. Elles font entre 95 et 100 de diamètre, 100 mm. La pétanque c'est beaucoup plus petit, et puis surtout on joue plus loin. On joue entre 12,50 m et 17,50 m. Il se peut que des fois on arrive jusqu'à 20 mètres. Voilà. Et puis dans des cadres bien déterminés, on n'a pas le droit d'en sortir. Et ça vient vraiment, les origines de Lyon, en fait, de la région de Lyon. Oui, c'est beaucoup pratiqué dans la région lyonnaise. La majorité des licenciés, c'est la région lyonnaise, mais ça commence à s'étendre un peu partout. Voilà, notamment à Béziers, où il y a un gros club, à Albi, Clermont-Ferrand, c'est un peu... Et donc on a une dizaine d'épreuves, partie traditionnelle et partie sportive, vraiment sportive. Et c'est notamment l'objet de ma visite, puisque nous, on a fait le choix de mettre en avant le relais, et plus particulièrement le relais mixte. On va y revenir un petit peu plus tard, justement. Ce qui m'intéressait, c'est donc de bien expliquer que c'est un sport vraiment athlétique, spectaculaire. La différence, c'est que les joueurs bougent, en fait, courent et lancent leur boule en courant, c'est ça ? Oui, nous, on est toujours en mouvement, que ce soit au point ou en course. En course, on a 6 mètres d'élan. Alors, on prend ce qu'on veut comme élan. Et puis, on peut continuer même, mais il faut jeter la boule avant la ligne de pied de jeu. Et la différence au tir, c'est que nous n'avons droit qu'à 50 cm devant l'objet annoncé. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de tirer à la rafle. Et c'est pour ça qu'on prend de l'élan et qu'on l'envoie en l'air. Et au point, on accompagne la boule, on est toujours en marchant. D'ailleurs, nous faisons des séances de sport santé, où on s'est aperçu l'autre jour que les participants ils font 4 km dans les 1h30
de séance, il faut 4 km en marchant. Oui, j'ai même lu que en fait, vos sportifs de haut niveau s'entraînent, courent, font des footings et en même temps ont même des masseurs pour se préparer dans les compétitions de bon niveau. Ah oui. C'est pour expliquer un peu l'épreuve, c'est des courses de 5 minutes. Le but étant de frapper un maximum de boules cibles qui sont situées de part et d'autre du terrain. Donc ce sont des allers-retours. Et plus on en jette de boules, plus on a de chances de faire un beau score. Donc ce sont des gens qui font du foncier et du demi-fond. Une course de 5 minutes, seule, c'est 1200-1300 mètres de course et il faut taper les boules. La distance qu'il y a sur un allée simple, c'est combien à peu près entre la... 25 mètres. 25 mètres. 25 mètres et les cibles sont à si vous enlevez 6 de part et d'autre, c'est à 12 mètres. 12-13 mètres les cibles. Et voire plus loin pour le tir en relais, la deuxième cible du tir en relais. Donc dans un temps donné, il y a un chrono qui part et là on doit taper un maximum de boules dans ce chrono. Voilà. Et la particularité du relais, c'est qu'on le fait à deux. Donc ça peut être 2 femmes, 2 hommes, ça peut être mixte, comme on va voir. Et donc on se passe le relais tous les 4 lancers. Donc c'est encore plus rapide parce que sur les 4 lancers, on se donne à fond. On passe le relais, on a juste le temps de récupérer que l'autre arrive et me passe le relais. Donc, Et le timing, c'est de combien le temps qu'on donne sur ce relais? C'est 5 minutes. C'est 5 minutes, c'est toujours ça. 5 minutes. Ouais. Donc en 5 minutes, il faut en taper le plus possible. Voilà. Il y a un record qui existe déjà? Un record du monde de relais mix, c'est 56 boules frappées sur 58 jetées. Donc vous multipliez 58 par 25 et vous voyez la distance parcourue. Il faut aller et c'est pour ça qu'on est obligé d'instaurer des séances de physique, de fractionner, pour que les gens, le cerveau ait le temps de se régénérer quand on court. Voilà. Donc on fait à la fois du technique et du physique. Et qu'est-ce qu'il faut comme aptitude physique pour faire du sport boule? Pour faire du sport boule, il faut des bonnes jambes, parce que c'est surtout la jambe. Contrairement à ce qu'on entend, c'est surtout la jambe qui lance le pied d'appel qui lance la boule et le bras qui dirige la boule. Il faut un bon foncier à un haut niveau. Après, en partie traditionnelle, on peut faire des parties traditionnelles sans avoir un physique sportif de haut niveau. Quelques mots maintenant sur ce club de Bruguière, parce que tu parlais d'Albi, etc., mais il y a quand même un bon club à Bruguière. Il est implanté dans la région, reconnu par son dynamisme. Est-ce que tu peux nous faire un petit portrait de ce club? Oui, le club, c'est le président Manzoni qui dirige depuis 30-35 ans. On est 87 licenciés. On participe à tous les niveaux, c'est-à-dire on fait de l'initiation scolaire avec les directeurs d'école qui m'appellent là en ce moment pour prendre les places. Voilà la grosse différence. Avant, c'est moi qui les appelais pour voir s'ils voulaient venir. Et puis maintenant, quand ils ont goûté, c'est eux qui m'appellent pour me dire « ne m'oublie pas ». La boule santé, le mercredi matin de 10 à midi, on a une vingtaine de personnes qui, toutes les semaines, viennent s'essayer à travers des jeux d'équilibre, de concentration, voilà. Sport adapté, on en fait. On a un centre de formation. On fait de la boule entreprise. C'est-à-dire qu'on accueille les entreprises le soir qui veulent bien venir et on fait des soirées conviviales mais à travers le sport. Et les gens sont étonnés parce qu'ils ressortent à un âge. Et tu disais tout à l'heure, ça va de 7 à 77 ans? Voilà, ça va de 7 à même plus. Notre doyenne, elle a plus de 90 ans et elle est à la boule santé tous les mercredis matins. Donc c'est des parcours adaptés, j'imagine, en fonction des âges. Et pour les petits, alors tu parlais d'1 kilo tout à l'heure, j'imagine qu'il y a des boules adaptées pour les plus Voilà, enfants. on a des boules soit synthétiques, soit plus petites en bronze, même, mais qui font 400-500 grammes. L'équivalent d'une boule de pétanque, finalement. D'accord, et donc les petits, c'est un entraînement, il y a un suivi, même chose? Voilà, on a un éducateur diplômé qui les accueille le mardi, le mercredi, enfin ça devrait changer là, cette année, et le samedi matin. Et il y a des compétitions régulièrement avec les petits paboulistes sur la région, des rassemblements le dimanche, un dimanche par mois. Et on récupère tout le monde et on les fait participer à des jeux adaptés, bien sûr, des distances adaptées et des temps de course adaptés. De ce club à vocation familiale, de formation, inévitablement est née il y a quelques années une belle idée, c'était de créer une compétition et pourquoi pas une compétition internationale de relais mix. Comment est née cette aventure et qu'est-ce qui en a fait ce rendez-vous si particulier, Jean-Luc ? Alors l'aventure, elle est née parce qu'il y a une quinzaine d'années, on a créé d'abord un meeting de relais. C'était
limité à l'Hexagone, même si on a eu des Suisses qui sont venus de jouer parce qu'ils en ont entendu parler. Donc ça a commencé, et puis on en a fait 6. Et puis au 7e, il y a eu la candidature des jeux de boules pour les JO. On n'a parlé que de la pétanque, mais nous on y était aussi. Donc la Fédération internationale a créé cette épreuve de mixte, de relais mixte, pour à la fois mettre en avant la mixité, et puis le dynamisme et le sport que ça représente. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, on pourrait penser à rajouter du mixte, parce qu'on faisait masculin-féminin. J'ai écrit à la Fédération internationale de boules, j'ai dit, si vous voulez, on peut réfléchir à inclure un relais mixte. Et un quart d'heure après, le président de l'époque, Frédéric Ruiz, m'a appelé en me disant, ok, banco, on y va. Et moi, je croyais que c'était une blague. Et donc, je croyais que c'était quelqu'un qui me faisait marcher. Et non, c'était le président de la Fédération internationale. Et depuis, ça fait ce sera la 7e édition. Et donc, on va faire du relais mixte en même temps que du relais masculin, féminin, mixte au niveau national. Parlons de ce meeting international donc, qui aura lieu bientôt, puisque c'est le 13 et 14 septembre, qui va rassembler des nations fortes du sport boule. Qu'est-ce qui attend le public? Comment ça va se passer concrètement sur ces 2 jours? Oui, on aura les meilleures nations mondiales, hormis l'Italie qui ne peut pas venir. Ouais, on a la Croatie, la Turquie, grosse nation de sport boule, notamment sur les courses, avec la championne du monde du tir progressif. On a la France qui est championne et recordman du monde de relais mixte. Donc la Croatie, qui a été, il y a 2 saisons, championne du monde. Donc voilà, on aura du gros niveau. Et on aura tout le samedi après-midi, ce sont les épreuves de qualification. Le principe est le même pour le national et pour l'international. On fait des courses, on additionne les scores et on fait un classement. Et en fonction de ça, on fait les demi-finales et les finales le dimanche matin. Donc tout le samedi après-midi, de 14h à 19h30, on a des courses. Ça veut dire que vous veniez à 14h, 15h, 16h, vous verrez. Alors plus particulièrement vers 17h, il y a le premier tour du meeting international, 17h et 18h30, le second tour. Et donc tout ça, c'est ouvert au public? C'est ouvert au public, entièrement gratuit, en extérieur. C'est le seul qui se fait en extérieur. C'est pour ça que les gens adorent, parce que le cadre est joli. Et puis ça change un peu des boulodromes fermés. On parlait de l'international et bien sûr il y a un relais, il y a une compétition de meeting national qui est en relais pour la 13e édition. Oui, voilà. Et donc là où je suis content, c'est qu'on a les 6 meilleurs Français de course. Donc qui viennent sans me demander quoi que ce soit, enfin en me demandant s'ils peuvent venir. Voilà, ils sont assez humbles et ils vont venir. Donc c'est une grosse satisfaction. Il y a notamment Frédéric Marsens qui a remporté la médaille d'or aux Jeux mondiaux en Chine il y a 3 semaines. Qui sont les équivalents, on le répète, des Jeux Olympiques pour les sports qui ne sont pas qualifiés aux Jeux. Voilà, c'est ça, hein. Donc il y avait le prog et le relais mixte. En relais mixte, ils ont pris la 3e place. Et Frédéric Marsens, il m'a appelé, il me dit, moi je voudrais venir. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais je viens avec mon épouse qui n'a jamais couru. Donc je trouve ça assez sympa. Et il y a même Aurélie Chira, qui est la femme d'Alexandre Chira, recordman du monde, qui m'a dit, moi je suis venu l'an dernier, j'ai regardé, cette année je veux participer. Donc ça veut dire que notre truc, ça prend. La mayonnaise commence à prendre, les gens sont intéressés, parce que c'est convivial. Personne ne se prend la tête. On remet les boules, il faut des ramasseurs de boules. Donc on remet les boules même à nos adversaires, quoi. Ça se passe à la bonne... Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce sport qui commence à prendre ampleur, on connaît bien la pétanque, on sait que la pétanque avait présenté aussi aux Jeux Olympiques, ce fameux dossier Jeux Olympiques dont on avait déjà parlé, Jean-Luc. Qu'est-ce qu'il faudrait pour passer ce petit cap, pour aller chercher cette sélection quand même? Il faudrait que la Fédération française se lance dans une communication sur le relais mixte ou le relais. Pour info, l'équipe 21, ils sont preneurs de ça. Ils avaient diffusé les JO qui s'étaient passés en Amérique et ils ont dit mais ça c'est phénoménal. Ça pour nous c'est télégénique, ça prend 5 minutes, c'est facile à comprendre et on n'a pas de changement. Et puis on peut fidéliser le spectateur là-dessus. Donc il n'y a que ça. Moi, nous on a quelqu'un qui va venir, il y a Boulisto Plaisir qui va venir
diffusé sur les réseaux sociaux. Mais on voit que les audiences, chaque fois, elles montent. Et voilà, donc, c'est une volonté. C'est une volonté, plutôt que de vivre dans la nostalgie des cadrettes, etc. Ouais. Faut savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jean-Luc, pour cette compétition ? Avoir effectivement de la visibilité, mais au-delà de cette visibilité, imaginer peut-être que ce tournoi grossisse et que derrière, ça fasse des adeptes, développer des clubs. Quelle est un peu ton espérance par rapport à ce travail de fond que vous faites ? Bien sûr, alors il y a quelque chose dont on n'a pas parlé qui, à mon avis, va nous servir. C'est que le vendredi, on fait une compétition amicale avec tous ceux qui ont envie de venir. Sans prise de tête, toujours pareil. On va aménager les règles du relais. S'ils veulent être 3 à 4 pour faire du relais, il n'y a pas de problème. On va mettre des cibles un peu moins lointaines. Et ça commence à prendre. J'ai déjà des gens qui se sont inscrits qui ne connaissent pas. Et bon, ils sont un peu anxieux parce qu'ils n'ont jamais fait. Mais j'ai dit, vous ne faites pas. On aura un stand où vous pourrez vous initier. Et après, on fait une compétition. On fait la compétition, c'est un peu pompeux comme terme. Pour le fun. On fait une soirée amicale et en plus, on offre le casse-croûte. Donc une belle troisième mi-temps qui est prévue. Et je vous invite à venir participer. Écoute, avec plaisir, j'essaierai de venir passer vous voir. Pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui se disent j'aimerais bien essayer, comment on peut pratiquer le sport boule ? Alors, à Bruguière, mais ailleurs. Parce que, est-ce que sur Toulouse, à Toulouse, on a sur la Haute-Garonne, on a une 20-25 clubs. Voilà. Et il y a des clubs qui sont plus ouverts que d'autres. Il y a des clubs qui ne pratiquent pas les courses, mais tous pratiquent au moins. Il y a Muret qui travaille bien, il y a Portet, il y a Riom, il y a le club bouliste toulousain qui va attaquer une saison en élite. Voilà, il y a Saint-Jory. Oui, parce que tu vas préciser, mais quand tu dis ils vont à l'élite, il y a quand même tout un circuit. Moi, j'ai découvert, d'ailleurs, à travers ton livre, et j'encourage les gens à lire ce livre qui est bien écrit, qui est une rédaction très, très agréable et qui fait découvrir ce sport. Il y a donc des compétitions, un peu un championnat de France, oui. Une Coupe de France, enfin, il y a tout un tas d'épreuves ou des divisions aussi. Oui, oui. On a le principe d'un club, c'est pas... voilà. Bien sûr. Nous, on joue en club sportif, on joue en National 3, la plus basse des divisions, parce que bon, il en faut aussi. Hein, c'est une équipe de 10-12, et sur chaque match, il y a 13 épreuves. Hein, et il faut ramener le maximum de points pour son équipe. Voilà, il y a des épreuves traditionnelles, doublette, triplette simple, et il y a des épreuves de tir de précision. Il y a des épreuves de course, relais et prog, etc. Et nous, cette année, on a fait le choix d'intégrer nos jeunes de moins de 15 qui montent à moins de 18. On a 3 jeunes. Et on va les intégrer pour les faire progresser. Bah écoute, voilà. Le livre s'appelle Le verso de la médaille. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, je vous encourage à le lire. On peut encore le trouver, je pense. Oui, aux éditions Maya. Voilà, bah écoutez, moi je l'ai lu et donc je me suis régalé. Je trouve que c'est très bien écrit, bravo. Et ça donne envie de découvrir ce sport. Donc je pense que je ferai un saut pour vous voir et vous admirer dans ce que vous faites. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette découverte passionnante du club de sport de boule de Bruguière. Mais aussi, on tend la main à tous les autres clubs de la région. Et merci pour cette compétition que tu organises avec ton club et on salue à nouveau votre président. On rappelle les dates à ne pas manquer, le 13 et 14 septembre prochain pour la 7e édition du meeting international de relais mix et le 13e meeting national de relais au parc Xeraco avec une entrée gratuite. Venez nombreux découvrir ce sport spectaculaire, athlétique et convivial. C'est à Bruguière, c'est facile à trouver, c'est au nord de Toulouse. Voilà, merci beaucoup. Merci et bonne compétition. Bonjour Bernard Dobar, donc vous êtes le président de la Fédération française de sport boule et il y a un événement qui va se passer dans notre région prochainement à Bruguière et on vient d'avoir Jean-Luc Ricard à ce sujet. Moi j'avais une question à vous poser en tant que président. Qu'est-ce qu'un événement comme ce meeting international représente pour vous, président de cette fédération qui court après une reconnaissance finalement un peu plus mondiale voire internationale, puisque j'ai cru comprendre que dans votre cœur il y avait cette idée d'aller un jour aux Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. Bonjour, tout d'abord. Et puis le meeting de Bruguière international, meeting de relais et de relais mix plus particulièrement, est très important puisqu'il entre dans la préparation des sélections internationales pour le challenge Rivera qui se déroule à Monaco 8 jours après, un challenge international officiel, et puis après les championnats du monde qui arrivent
cette année, ils vont se dérouler à Mâcon. Donc, tous les ans, le meeting de Bruguière est extrêmement important. C'est le premier meeting de préparation et toutes les sélections étrangères qui participent ont à cœur d'y briller parce que c'est le début d'un grand challenge qui se présente dès le courant du mois de septembre et début octobre. Par rapport à ça, ça fait la 7e édition, d'après ce que j'ai cru comprendre. Comment vous allez percevoir un petit peu ce travail qui a été fait depuis plusieurs années? Je crois que même de cette idée-là est né ce fameux relais mix, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Depuis cette période, le relais mix que nous avons lancé il y a maintenant 6 ou 7 ans, eh bien, connaît un succès absolument remarquable, puisque c'était au niveau médiatique, par exemple, c'est l'épreuve phare qui attire le plus de téléspectateurs et de spectateurs sur le terrain, parce que c'est tout à fait spectaculaire. Le meeting de Bruguière a cela aussi de particulier, c'est que la Fédération internationale s'investit. Et la Fédération française également s'investit dans ce meeting c'est bien la preuve de l'importance qui est donnée au travail réalisé de main de maître par Jean-Luc Ricard sur le territoire occitan, et nous en sommes tous fiers, et les uns et les autres. Alors je me suis trompé, c'est pas occitan, c'est Occitanie. Occitanie, voilà. Bernard, une dernière question, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie. Ces Jeux Olympiques, vous êtes passé pas loin d'être sélectionné, mais je pense qu'un passionné comme vous, comme je le sens, a envie de relancer. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour ce sport boule qui, effectivement, moi je l'ai regardé, c'est spectaculaire. Quelles sont les actions, vous, avec, je pense, la Fédération internationale, avez en tête pour essayer d'accrocher ce wagon? Voilà, très bien. Alors, évidemment que la représentation de notre sport et la participation à des Jeux Olympiques, c'est l'objectif numéro 1, c'est l'objectif majeur au niveau international. Eh bien, nous avons peut-être une fenêtre qui s'ouvre pour les Jeux qui vont se dérouler en Australie, je crois que c'est pour 2032. Par l'intermédiaire de la boule long ball, qui est très, très, très présente en Australie, et dès cette année nous avons pour la boule, le sport boule, la boule lyonnaise, pour que chacun comprenne bien, et notamment cette fameuse épreuve de relais qui est notre épreuve phare pour participer aux Jeux Olympiques. Eh bien, nous avons déjà 2 conseillers techniques français qui œuvrent en terre australienne pour j'allais dire prêcher la bonne parole, c'est-à-dire pour lancer le sport boule en Australie, et du fait de l'importance du long ball en Australie et la puissance de cette fédération mondiale, en s'alliant avec eux, qu'on a une nouvelle chance de participer aux Jeux de 2032, et nous mettons tout en œuvre pour réussir ce challenge extrêmement important. Eh bien, grand merci Bernard. En tout cas, nous, on va continuer à suivre un petit peu aussi dans notre région, Jean-Luc, et on sera présent sur l'événement le week-end du 13 et 14 septembre. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir de vous entendre. Et puis, on vous souhaite bonne continuation et plein d'espoir pour ce projet. Merci. Longue vie à votre radio et longue vie au tournoi de Bruguière. Et vive le sport boule. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. C'est la mi-temps, retour au vestiaire, on se retrouve dans quelques instants avec notre invitée Céline Thomas. Et si on parlait de sport, mi-temps. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps.
Et retour sur le plateau de Et si on parle de sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler de volleyball, un sport collectif spectaculaire qui séduit par son intensité, son engagement et son côté profondément convivial. Et pour en parler, nous recevons une invitée qui incarne parfaitement cette passion du volley. Céline Thomas, à la fois joueuse, entraîneuse, dirigeante, secrétaire dans son club, mais aussi entrepreneuse dans sa vie professionnelle. Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer Céline. D'abord, nous ce qu'on aimerait, c'est que tu nous racontes un peu ton parcours. Comment es-tu arrivée dans le volley ? Comment es-tu passée du rôle de joueuse à celui d'entraîneuse ? Et véritablement, aujourd'hui, quelque part, une cheville ouvrière du club ? Alors moi je fais partie de la génération Jeanne et Serge, je ne sais pas si ça va parler à toutes les personnes qui nous écoutent, mais je pense à de nombreuses personnes, c'est plutôt la génération IQ maintenant, mais moi c'était la génération Jeanne et Serge, donc j'ai commencé en 89 le volley à Fréjus, qui était une terre de volley, puisque Fréjus ils ont été champions d'Europe en 87 si je ne me trompe pas. Je suis allée faire un entraînement. Mon prof de sport au collège était aussi l'entraîneur de volley, donc on a été toute une équipe dans la même classe à faire du volley, jouer en SS tous ensemble. Et j'ai continué, j'ai jamais arrêté le volley jusqu'à aujourd'hui. Je dis mon âge ou... Libre à toi de t'exprimer. Donc ça fait 37 ans que je fais du volley et j'ai navigué entre Paris et Nantes. Nantes avec l'équipe de Rezé où j'ai joué en National 2. Ensuite, je suis revenue sur Paris en National 3 et j'ai rejoint le club de Muret il y a un peu plus de 11 ans maintenant pour rejoindre mon conjoint. Et j'ai joué donc en National 3 avec Muret en parallèle. Puis après, j'ai rejoint le bureau parce que j'ai eu la chance de faire un bébé. Et pendant cette période de grossesse, j'ai entraîné la Régionale 1 et j'ai rejoint le bureau pour m'investir un peu plus dans le club. Mon bébé est né et j'ai repris en National 3. Et j'ai remonté la section école de volley le samedi matin parce qu'on s'est aperçu que pour les parents, c'était plus simple le samedi que le mercredi. Donc on a commencé avec 5-6 enfants et puis on a fini aujourd'hui, ils sont plus d'une trentaine d'enfants sur baby volley, école de volley et la section M11, donc c'est les enfants qui ont entre 9 et 11 ans. La question qu'on se pose naturellement, c'est le volley club de Muret, donc c'est une structure qui compte aujourd'hui dans le paysage local. Comment tu décrirais aujourd'hui ce club et quelle est son identité finalement ? Alors c'est un club très familial aujourd'hui et très convivial, mais on est en train d'avoir une vraie envie de progression, de compétition et de permettre à nos jeunes qui sont dans le club de s'orienter, pourquoi pas vers le sport professionnel. Alors, très belles histoires à Muret, parce qu'on a 2 joueuses qui sont issues du club de Muret, qui ont été formées à Muret, qui aujourd'hui évoluent en pro. On a Maureen Chanas et on a aussi Anna Janel qui joue sur Bordeaux, Anna, et Maureen qui a changé de club cette année, je crois qu'elle joue à Évreux maintenant. C'est 2 belles joueuses qui ont évolué chez nous et qui repassent nous voir avec plaisir et qui participent et qui échangent avec les jeunes. Donc voilà, on a vraiment envie de se réorienter, faire monter les jeunes, les faire progresser, les faire évoluer à leur plus haut niveau. Alors il y a des jeunes, peut-être que leur plus haut niveau, ce sera la Régionale 1 et puis d'autres, leur plus haut niveau, ce sera peut-être la Pro. Depuis 2021, le club a beaucoup évolué. Et quelles sont les grandes étapes de ce développement ? Est-ce qu'on peut situer un petit peu au cours de ces quelques dernières années ? Oui, alors les grandes étapes, merci beaucoup à l'équipe de France de volley, puisque avec tous les titres qu'ils ont pu gagner, on a beaucoup de jeunes qui sont arrivés. Aujourd'hui, on a 360 licenciés dans le club. On est le 3e club de l'Occitanie de volley. On a énormément de jeunes, sachant qu'il y a en 2020, on était à 150 licenciés. Donc on a fait plus de x2 en termes de licenciés. Avec une énorme section jeunes, aujourd'hui on a tous nos groupes où on a entre 15 et 20 jeunes dans chaque groupe. Par exemple, là, on fait la rentrée mercredi avec les garçons de moins de 13 ans. J'en ai 18 déjà, sans compter ceux qui vont venir essayer. Et puis là, merci aux filles de l'équipe de France, puisque je pense qu'on va aussi avoir beaucoup de filles qui vont se lancer dans l'aventure. Et je pense qu'au Forum des associations, on va être énormément sollicité pour rejoindre les équipes. Tu es aussi entrepreneuse, parce que tu avec Phoenix Consulting. Qu'est-ce que ça porte le sport dans cette vie professionnelle ? Alors le sport, moi, ça m'apporte beaucoup parce que ça donne le goût du challenge, le goût de l'envie, le travail en équipe aussi. Quand on fait un sport collectif comme le volley, chaque geste qu'on peut faire au sein du groupe, ça impacte le reste du groupe. C'est-à-dire, je rate ma manchette, le passeur il va devoir courir un peu plus vite. Le passeur fait pas une bonne passe, et l'attaquant va devoir s'adapter. Donc c'est chaque chose qu'on peut faire dans le groupe, ça a un impact sur le reste du groupe. Et je trouve que dans la vie d'entrepreneur, c'est un peu ça. Donc moi aujourd'hui, on est 3 dans l'équipe, et ça me permet de bien manager mon équipe, d'échanger aussi avec d'autres entrepreneurs, trouver de la coopération, de l'entraide, etc. Le sport, c'est aussi un moyen de décompresser, de se reconcentrer et de repartir de plus belle le lendemain matin pour attaquer sa journée de boulot. Alors toi qui es coach dans un club sportif, dans un sport collectif, quel message tu voudrais faire passer aux jeunes filles qui hésitent encore à se lancer ?
Alors le volley, ça fait partie des sports qui permettent la plus grande mixité, que ce soit une mixité sociale, puisque la licence au volley reste accessible quand même à tout le monde, une mixité de genre, puisque filles et garçons peuvent jouer ensemble. C'est un sport où il y a beaucoup de tournois mixtes, où on partage beaucoup entre genres, mais aussi à tout âge, puisqu'on a développé aussi la section de soft volley à Muret, qui permet à des personnes plus âgées ou pas, mais enfin des gens peut-être en moins bonne forme physique, s'ils m'entendent, ils vont m'en vouloir. Quelques mots sur le soft volley pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas. Alors le soft volley, c'est un sport qui vient du Japon, qui est une adaptation du volley, avec un ballon qui est plus gros, qui fait moins mal, parce que c'est vrai, je sais pas, pour ceux qui font du volley, qui ont fait du volley au collège, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, me dit qu'est-ce que j'ai eu mal au bras quand j'ai fait du volley pour la première fois. Le soft volley, le ballon est plus gros, plus doux, le filet est plus bas, le terrain un peu plus petit. Alors des fois, le ballon a un peu des trajectoires un peu surprenantes, et ça permet à des personnes, j'ai envie de vous dire, jusqu'à 80-90 ans, vous pouvez faire du soft volley. Et d'ailleurs, il est possible de faire du soft volley dans les maisons de retraite, du volley assis, avec ce ballon-là qui n'est pas du tout agressif pour les bras et pas agressif pour les épaules, pour les jambes, etc. Merci pour ces petites explications, mais ça me paraissait important de souligner. Quelles sont les autres activités que vous proposez ? On propose du loisir pour les jeunes, parce qu'il y a potentiellement des jeunes qui n'ont pas forcément envie aujourd'hui d'avoir leur week-end de pris par un match de volley. Donc on leur permet de faire du volley quand même la semaine, et de s'amuser et de progresser avec leurs amis. On a une section loisirs adultes, pour les personnes qui veulent faire des matchs, mais plutôt en semaine. Après, on a de la compétition senior FFVB, et on a aussi du loisir FSGT. Ce sont différentes... Oui, c'est deux fédérations qui cohabitent... FFVB, c'est la Fédération française de volleyball, et la FSGT, Fédération sportive et gymnique du travail. Merci pour ces petites explications, c'est important. Quels sont les objectifs du club pour la saison à venir et puis les prochaines ? Alors on a des beaux objectifs, déjà un qui a été rempli l'année dernière, puisqu'on a notre équipe garçon qui est remontée en pré-national. Donc ça, c'est super, et ça nous a permis d'ouvrir une deuxième équipe garçon en Régional 2, parce qu'on était un club principalement féminin quand même pendant de nombreuses années. Et là, on a la mixité de genre qui revient, et on est plutôt à 60% de filles, 40% de garçons. Et aujourd'hui, on est capable de proposer des choses à nos jeunes qu'on ne pouvait pas leur proposer, c'est-à-dire des jeunes qui évoluent en M18, qui avaient un certain niveau de jeu. Si on n'avait pas des équipes qui évoluent en pré-national, en national, ces jeunes-là, ils partent au bout d'un moment. Donc l'objectif, c'était d'avoir des équipes qui évoluent à un bon niveau pour pouvoir proposer à nos jeunes garçons de rester dans le club et de continuer à évoluer avec le club. Au niveau des filles, aujourd'hui, l'équipe est en National 3, elle s'est maintenue l'année dernière. L'objectif ambitieux du coach, qui est Florian Delay, qui nous a rejoint cette année, qui a joué et qui a entraîné à très haut niveau, c'est de faire monter cette équipe en National 2, et pourquoi pas l'équipe pré-nationale, donc l'équipe qui est juste de la division d'en dessous, de monter en National 3, et là aussi pouvoir proposer à nos filles d'évoluer à un niveau intéressant pour elles et pour le club. Ce club, il se développe aujourd'hui. Tu parlais en aparté de fait de structurer aussi tout ça et d'accueillir en son sein des jeunes. C'est ça, exactement. Donc, l'objectif qu'on a eu cette année, c'est de recruter un apprenti qui est avec moi aujourd'hui. Donc, c'est Roman qui est là. Donc, c'est son premier jour aujourd'hui. Donc, il commence fort avec ce podcast. Roman, je te laisse te présenter. Du coup, moi, je m'appelle Roman van der Velde. C'est mon premier jour de travail. C'est un peu agressif comme premier jour, je trouve. J'ai commencé le volley il y a de ça 3 ans et demi. J'ai commencé le volley un peu tard. Je suis totalement tombé amoureux de sport. Je trouve ça, pour avoir testé quand même pas mal d'autres sports, je trouve qu'il y a une dimension, il y a un monde en fait différent entre le volleyball et les autres sports. Après, je pense que tout le monde est capable de dire ça pour son sport préféré, mais bon, je suis très heureux d'avoir rejoint Muret pour aider à peu près. Et alors justement, pourquoi cette démarche vers Muret ? Quelle va être ton activité et dans quelle optique ? Alors moi, j'aimerais faire carrière dans le volley, pas en tant que joueur, mais en tant que gestionnaire. Dans l'idée, le poste le plus haut serait devenir président de l'AFFVB, du coup de la Fédération Française de Volleyball. Monsieur le Président. Futur en tout cas. Moi, je cherchais avant tout un club qui avait des valeurs qui concordaient avec les miennes, c'est-à-dire familiales, et qui pouvait faire un suivi sur la durée et accompagner de A à Z. Montrer toutes les ficelles du métier, tout l'envers du décor. Et Muret, en tout cas, répondait parfaitement aux critères. Je crois que je correspondais en tout cas aux critères de Muret si je suis là. On va revenir un petit peu sur ce club de Muret, mais en même temps, je pense que la passion que tu as pour ce volley, on ne peut pas oublier en ce moment qu'il se passe des choses au niveau international, tant chez les hommes, mais actuellement chez les filles qui font le championnat du monde, je le rappelle, qui a lieu en ce moment en Thaïlande, et la France a réussi un parcours assez extraordinaire et s'est qualifiée pour ces fameuses quarts de finale en battant récemment la Chine.
Comment tu vois ce parcours un peu, cette évolution? Parce qu'on ne les attendait pas là finalement. On savait qu'il y avait un potentiel, mais là ce qui s'est passé, on était scotchés devant l'écran, quoi. Elles ont été incroyables. Je pense que c'est un travail qui n'est pas de l'année dernière. Je pense que c'est un travail sur la durée, vraiment en termes de formation au niveau national, de recrutement, d'accompagnement des joueuses, de choix, parce qu'on a des joueuses un peu plus âgées que d'autres. Voilà, le volley, c'est aussi un sport qui permet d'avoir des générations qui se rencontrent. Il faut, je pense, des cadres dans une équipe de volley. Alors quand je dis cadre, c'est pas forcément des gens qui sont très âgés, mais qui ont un peu plus d'expérience de volley que les autres pour accompagner les jeunes, les aider à monter et se structurer. Là, moi, où je les ai vraiment trouvées incroyables, c'est sur 2 choses. La première, c'est qu'elles sont pas restées dans l'euphorie, en fait. Elles étaient euphoriques d'avoir gagné ce premier set, mais elles sont restées sérieuses. Parce que des fois, au volley, on est euphorique de gagner un premier set et après, on baisse la garde. Et c'est comme ça qu'on peut perdre des matchs. Moi, j'ai des souvenirs de matchs comme ça. On menait 18-8 et on a perdu le set et on a perdu le match. Mais elles sont restées sérieuses, elles sont restées appliquées, elles sont restées concentrées tout en étant euphoriques. Et ça, je trouve que c'est une vraie force dont elles ont fait preuve. Et la deuxième, cette balle de match, ce monster block. Enfin voilà, c'est à l'image de tout le match en fait. Extraordinaire. Elles n'ont pas gagné le match sur la faute de l'adversaire, elles n'ont pas gagné le match sur une attaque. Non, elles ont gagné ça sur un monster block. Et moi j'ai trouvé ça extraordinaire en fait. Alors un monster block, pour nous, tu vas nous expliquer ça, la technicienne que tu es. Explique un petit peu le geste pour que les gens qui ne connaissent pas vraiment le volley s'imaginent. Alors en fait, c'est 2 joueuses qui sont montées comme si elles allaient faire un mur pour empêcher la joueuse adverse d'attaquer. Alors des fois, quand on fait ça, quand on met les mains, on a le ballon qui touche le haut des mains, qui passe de l'autre côté du filet, qui va dehors, etc. Et là, non, le ballon est tombé à peu près dans les pieds de la joueuse adverse. Bon, là, la chinoise, elle a compris, comme on dit chez nous, que la porte était fermée. Alors elles ont battu, quand même, il faut le rappeler, le Porto Rico dans ce qu'on appelle les matchs de groupe. Elles ont battu aussi la Grèce et elles ont perdu contre le Brésil, mais au tie-break simplement. Ouais. Donc ça veut dire qu'au tie-break, ça veut dire qu'il y a eu 5 manches, on va dire, et que c'est dans la toute dernière qu'elles ont perdu. Et elles vont les rencontrer à nouveau dans le cadre des quarts de finale. Comment tu vois ça? Toi qui connais peut-être un peu les filles, est-ce que tu perçois un peu l'état d'esprit d'aujourd'hui? Comment elles peuvent se préparer? Alors, elles ont déjà rempli leur contrat, mais est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce que ça nous donne pas envie, quand on en est au pied, là, on a une possibilité d'aller en demi-finale, de sortir un petit peu, de jouer peut-être de manière exceptionnelle? Les voyants de l'extérieur, je pense qu'elles sont complètement focus sur leur objectif et elles sont là où on les attendait pas. Personne ne les a vues arriver, c'est ça qui fait leur force, mais en plus, comme je disais, elles restent focus, elles sont concentrées, elles sont incroyables là-dessus sur leur état d'esprit et sur leur capacité à rester concentrées dans un moment d'euphorie. Donc moi j'y crois qu'elles peuvent battre le Brésil, elles font 3-2, et elles feront peut-être 3-2 au retour, mais pour elles. Ça faisait 51 ans qu'une équipe de France féminine n'avait pas accédé d'une part au championnat du monde, c'est ça, je me trompe pas. C'est ça, 51 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça y arrive d'un seul coup? Comment ça s'est construit? Je pense qu'il y a un vrai travail de formation, de détection qui a été mis en place et de formation, c'est-à-dire qu'on est allé détecter les joueuses qui avaient du potentiel, on les a accompagnées, on les a formées, on les a encadrées aussi. Je pense qu'on a aussi bien professionnalisé, alors je ne dis pas que c'était pas professionnalisé avant, mais je pense qu'on a plus structuré comme sont structurés les garçons aujourd'hui. Et sur cette partie-là de formation, d'accompagnement, je pense que maintenant les filles sont sur un pied d'égalité par rapport aux garçons. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été misées sur l'équipe garçon, et tant mieux, je veux dire, la preuve en est, ils ont performé, et c'est très bien parce qu'aujourd'hui ça rayonne sur l'ensemble du volley, ça rayonne sur l'ensemble du volley féminin, mais ça rayonne aussi sur le volley jeune. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aujourd'hui pour les jeunes au niveau du volley. Avant, le recrutement au volley, il se faisait plus tard, il se faisait un peu plutôt vers 13-14 ans. Je vais donner l'exemple de Kevin Leroux, qui lui est rentré dans le pro, il avait 16-17 ans. Donc lui est arrivé tard dans le monde du volley et ça l'a pas empêché de jouer à très haut niveau. Mais voilà, aujourd'hui, la détection, elle se fait plus jeune. Elle va se faire vers 11, 12, 13 ans pour identifier les enfants qui ont des capacités physiques, parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont des capacités physiques exceptionnelles, des enfants qui sont immenses, mais il y a aussi des enfants qui sont peut-être un peu moins grands, mais qui ont une dextérité incroyable. Ces enfants-là, il faut les repérer. Au foot, je crois que c'est à 6 ou 7 ans qu'ils commencent à repérer les enfants. Donc vous voyez, l'écart entre le volley et le foot, il est de 5-6 ans. Donc voilà, je pense que le volley aussi commence un peu à s'intéresser aux enfants plus petits. Est-ce que les Jeux Olympiques ont été aussi un élément déclencheur? Oui, nous, on a notre nombre de licenciés qui a explosé. Les demandes, on a dû refuser des gens. Moi, ça me fait mal au cœur quand j'ai des jeunes qui viennent et que je leur dis là, on est complet, on peut pas les prendre. Alors, on s'organise pour les prendre parce que je pense que le sport, c'est aussi un moyen pour les enfants de se libérer des écrans, de vivre autre chose, de partager avec des copains, d'avoir des vraies relations sociales, mais aussi parce que peut-être qu'on passe à côté d'une pépite. Donc, voilà, il faut fermer la porte à personne et prendre tout le monde. Romane, un petit mot sur
sur ton regard à toi sur le volley masculin, mais aussi féminin. Est-ce que tu as suivi un peu ces Jeux Olympiques? Est-ce que tu as regardé un peu comment les filles ont joué là, ces derniers matchs? Alors j'ai un peu plus suivi les garçons, j'ai regardé avec les filles sur le côté. Je pense que les Jeux Olympiques ont joué un rôle immense dans l'explosion des adhésions au volleyball. Aussi parce que quand même la France a fait des performances légendaires à ces Jeux Olympiques. On a toujours eu un certain niveau au volleyball, l'équipe de France en tout cas. Ils ont su faire un travail en amont. Donc, quand on écoute certaines interviews du coach, il s'est largement plus préparé pour ces Jeux Olympiques-là que pour les autres. Je pense que le plus gros du travail a été fait en amont, mais que ils ont tenté en fait des nouvelles choses pendant les matchs. C'est surtout ça qui a joué. Merci beaucoup pour ce témoignage. On revient avec toi, Céline. Une dernière question importante aussi. Le conseil que tu donnerais à ceux qui hésitent à franchir le pas pour s'inscrire dans un club de volley, qu'est-ce que tu leur dirais? Quelles sont la motivation de coach que tu es? Tu pourrais leur dire, voilà, bien sûr, il y a plein d'autres sports, mais pourquoi plus particulièrement le volley? Alors le volley au départ, il peut faire un peu peur, parce que le volley au départ, c'est très technique. Pour arriver à faire une passe, une manchette, il faut un peu de temps. Mais une fois qu'on a passé ce palier, et franchement, ça se fait. Moi, je pense en 2-3 semaines, on arrive à faire des choses. Je le vois avec les jeunes que j'ai. Moi, j'entraîne les garçons qui ont moins de 13 ans. Il y a des petits qui arrivent, ils savaient même pas attraper un ballon. Maintenant, ils savent faire des passes, ils arrivent à attaquer. Et le volley, c'est une satisfaction sur chaque geste technique. C'est-à-dire que quand on arrive à passer son service par en dessous, on est heureux. Quand on arrive à passer un service tennis par au-dessus, waouh, c'est le Saint Graal. Et alors, quand on arrive à faire un service matché par au-dessus, alors là, c'est merveilleux parce que là, du coup, on sait faire comme les pros. Mais ça, au bout d'un an, un enfant, il arrive à le faire. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et donc le volley, il faut pas avoir peur du côté un peu technique. Effectivement, au volley, c'est un sport très fractionné parce qu'on court pas beaucoup au volley. Ça va être très intense parce qu'on va être sollicité très vite sur plein de petites actions. Et puis en termes de captation d'attention, le volley, il faut être toujours vigilant. On appelle ça le jeu sans ballon, c'est-à-dire que même si le ballon n'est pas sur moi, je dois être vigilant à ce qui va se passer. Quand j'ai mon attaquant qui va s'engager sur le ballon, je dois être derrière lui pour le soutenir au cas où le fameux monster block soit là, ce que n'a pas fait la chinoise, pour mettre mes bras et remonter le ballon et puis permettre à mon camp de gagner le point d'après. Voilà, donc il faut pas hésiter à se lancer, c'est vraiment un sport convivial. Je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance dans ce sport, les gens s'accompagnent beaucoup, il y a plein de postes différents, donc ça permet aussi, c'est un peu comme au foot, etc. et au rugby, mais ça permet de se dire ok, je suis peut-être pas bon à l'attaque, mais peut-être que je suis bon au bloc, peut-être que je suis bon à la passe, peut-être que je suis bon en réception derrière et que je vais plutôt être libéraux. Donc ça permet à chacun de s'exprimer avec ses capacités physiques qu'il peut avoir et ses envies aussi. Il y a des gens qui aiment pas briller sur le terrain, il y a des gens qui préfèrent être dans l'ombre. Et voilà, le poste de libéraux, par exemple, c'est un poste entre guillemets de l'ombre puisqu'on finit pas les points, on est là plutôt pour défendre. Est-ce que c'est pas réservé quand même, et je le dis avec beaucoup d'humilité, aux gens qui ont une grande taille quand même? Non. Alors, effectivement, le filet, ça n'aide pas, à 2,43 pour les garçons et 2,24 pour les filles. Mais moi, j'ai l'exemple dans le club d'un petit bout, qui est pas très grand, mais il est ultra technique, il joue hyper bien, il est très investi, il est très sérieux à chaque entraînement. Et aujourd'hui, il joue aussi bien qu'un enfant qui va avoir 10, 15, 20 cm de plus que lui. C'est important pour les mamans qui souhaiteraient lancer leurs enfants dans le sport. On peut retrouver le club de Muret donc à travers son site internet. Oui, muretvb-sportregion.fr. Voilà, donc des informations complémentaires et vous aurez bien sûr directement la possibilité de joindre la secrétaire qui n'est autre que Céline Thomas qui est avec nous. Merci Céline pour ce beau témoignage, merci Roman aussi. On a parlé de ton parcours, du club de Muret, de l'évolution du volley en France et de ce championnat du monde qui fait vibrer toute la communauté. On te souhaite une belle saison et bien sûr on croise les doigts pour nos Bleus face au Brésil. Merci, on sera derrière elle. Retour vestiaire, c'est la fin du match et de cette 117e émission. Et si on parlait de sport? Fin du match. C'est la fin du match de cette 117e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Daniel Irazu, Amélie Mahé, Bernard Pujol, Jean-Luc Ricard, Céline Thomas. Merci pour vos témoignages et vos parcours, votre passion. Merci à vous, auditrices et auditeurs fidèles. Vous continuez à liker, commenter, partager, surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vous notre moteur. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Chapeau à nos partenaires LG Consultants, Imperconnect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport?